Bonjour, bienvenue dans la première capsule de littérature jeunesse. Aujourd'hui, on va vous présenter le livre La chute d'Avos, un livre d'Émile Lafrenière. Notre charmante bénévole Marie-Lou va nous faire la lecture. Bonne écoute. Chapitre 1. C'était une nuit fraîche, l'une des premières de la saison. L'odeur du mazout s'élevait dans les airs et annonçait l'imminence d'un automne glacial sur Avost. Le commissaire Gall resserra la ceinture de son imperméable et frissonna avant de s'approcher de la scène du crime. Réveillé, au beau milieu de la nuit, par son lieutenant, Gall avait le visage atterré et l'humeur mauvaise. Ses cernes creusées et ses yeux, à demi fermés, ne présentait qu'un vague augure du tempérament rarement agréable du vieux policier. Avant de quitter son logis, il avait lâchement enfilé la chemise grise que l'on connaissait aux forces de l'ordre d'Avost, puis avait accroché le fourreau de son épée à sa ceinture. Des journalistes, armés de leurs calepins et de leurs plumes, étaient déjà sur les lieux, à bombarder le commissaire de questions à chacun des pas qui le rapprochaient de la scène. 2 patrouilleurs s'occupèrent de dégager une voie pour laisser passer le chef de police, tandis que le scientifique Cyril Martin sourcillait en voyant son supérieur arriver au périmètre de sécurité. « Commissaire, je suis surpris que le lieutenant Reed ait réussi à vous tirer de votre sommeil. » Gall se contenta de hocher la tête en faisant semblant d'avoir apprécié la plaisanterie, puis continua sa route. Martin lui emboîta le pas alors que le chef demandait de faire de l'air aux patrouilleurs agglutinés autour de la scène du crime. On entendit quelques excuses s'élever alors qu'ils libéraient l'espace à une vitesse hallucinante. Leur départ dévoila au sol une grande pièce de tissu blanc qui recouvrait le corps de la victime. « Meurtre par balle » dit Gall. « Oui, 3 coups. 2 ont atteint leur cible et la balle du 3e a été retrouvée encastrée dans le bâtiment juste devant vous. On estime que le tueur a manqué son premier tir, puis a ensuite vidé son chargeur sur la victime. » Gall acquiesça, puis se pencha pour délicatement tirer l'étoffe et exposer le haut du corps. Il examina le visage de la défunte, une jeune fille à la peau sombre, à peine âgée d'une 15aine d'années. Son nom? Cordelia de Rome, monsieur. Un passant découvert le corps aux alentours de 3h20 avant d'alerter un patrouilleur. Personne habitant dans le quartier n'a entendu de coups de feu? Non, jusqu'à maintenant personne. Nous sommes encore en train d'interroger le voisinage, mais il semblerait que les gens aient le sommeil profond dans ce quartier. Gall murmura un simple « bon », puis remit en place le tissu par-dessus le visage avant de se relever. Son regard croisa celui de Martin. Le scientifique ravala sa salive et se pinça la lèvre. Quelque chose n'allait pas. « Quoi? » dit Gall blasé. J'imagine que le lieutenant Reed vous a averti de la situation quand il est venu vous quérir tout à l'heure. Que la fillette est une postulante du magistère? Oui, et j'en ai déjà des maux de tête. Cyril soupira, soulagé de ne pas avoir à annoncer la mauvaise nouvelle au commissaire. Des apprentis mages entraînés sous la tutelle du gouvernement? Quoi de plus casse-tête comme cas de meurtre, pensa Gall. Le commissaire prit un moment pour réfléchir à la manière dont il allait procéder pour gérer ce désagrément. Le fait d'avoir une victime de sang magique signifiait que le magistère allait inévitablement venir fourrer son nez dans l'enquête. Dites au magistère qu'ils pourront inspecter le corps plus tard cette semaine. Nous leur fournirons un rapport détaillé lorsque nous aurons une idée de ce qui a bien pu. Monsieur, le coupa Martin, le magistère a déjà communiqué. Ils vont envoyer quelqu'un de la division. Gall fusilla du regard le scientifique. Quand? D'une minute à l'autre. Nous avons reçu l'instruction de ne pas déplacer le corps jusqu'à ce que leurs hommes aient observé la scène. Le commissaire expira longuement. Eh bien, comme on va se marrer? Qui est le limier assigné à l'affaire? Rodan? Faust? Ou bien Minor? Peut-être? Le scientifique secoua la tête. Le nom qu'ils m'ont donné ne me disait rien, chef. Il nous refile un môme en plus, s'indigna Gall.
Ils ont dû choisir parmi ceux qui étaient disponibles. Le commissaire ferma les yeux et fulmina intérieurement, tout en se massant le visage. Il prit une grande respiration, puis frappa ses mains ensemble pour attirer l'attention de la masse de policiers qui rôdaient autour. « Messieurs » hurla-t-il. Les patrouilleurs se retournèrent, hébétés, et abandonnèrent rapidement leur besogne pour se mettre à l'écoute du commissaire. Gall s'assura que chaque regard était rivé sur lui avant de poursuivre. « Comme vous le savez, nous avons sur les épaules une victime de haute importance. De ce que j'en sais, il serait fort probable que nous ayons la visite d'un représentant du magistère sur la scène du crime cette nuit. » Et, avant même que Gall n'eût la chance de terminer sa phrase, plusieurs murmures s'élevèrent dans l'assemblée. « Quoi? C'est une blague? Un limier? Vous vous foutez de nous, commissaire! » Le visage ridé de Gall se crispa. « Silence! » Le bourdonnement cessa d'un seul coup. Un peu honteux de la violence avec laquelle il avait ramené ses troupes à l'ordre, Gall déglutit. Il passa sa main dans ses cheveux poivre et sel et prit une seconde pour se ressaisir. « Écoutez, je veux que nous restions professionnels et que nous offrions une collaboration exemplaire aux limiers dépêchés sur la scène. Je sais que vous avez entendu toutes sortes d'histoires sur eux, mais tâchez d'être calme. C'est compris? » « Commissaire, » s'interposa le lieutenant, « on raconte qu'il peut nous jeter un mauvais sort avec son simple regard. C'est vrai? » Gall s'esclaffa. « Si tu ne fermes pas ta grande gueule, je suis sûr qu'il ne se gênera pas, Reed. » Plusieurs rires étouffés bruissaient dans l'assemblée. « Bon, assez discuté. Retournez au boulot. » Le petit groupe de policiers se dispersa. On sentait dans leur attitude que l'atmosphère de travail avait changé. Leurs visages, mortifiés, laissaient entrevoir une peur difficile à décrire. Pour eux, comme pour la plupart des gens, les limiers étaient un mythe. Occupés la plupart du temps à chasser les mages clandestins, leur implication dans les enquêtes de la police était rare. Gall soupira en voyant le stress qu'il venait de mettre sur son équipe. Toutefois, la réaction de ces hommes était normale. Même si les limiers étaient les seuls mages pour qui l'utilisation de leurs dons demeurait permise par le magistère, ils restaient perçus comme d'impitoyables fonctionnaires froids et dangereux. Leur magie, bien que légale, faisait l'objet d'un encadrement strict. « Commissaire » appela Reed en accourant en direction de Gall et Martin. « Qu'est-ce qui se passe? »« Il y a quelqu'un pour vous à l'entrée du périmètre de sécurité, un certain Magellan. » Martin reconnut aussitôt le nom. « C'est notre limier, » dit-il. « Déjà? Manquait plus que ça? » Entouré de journalistes et autres curieux qui poireaient près de l'entrée de la scène du crime, une silhouette, encapuchonnée, attendait patiemment que l'on vienne lui autoriser l'entrée. 2 policiers postés devant le périmètre lui bloquaient le passage. Les bras croisés, le nouvel arrivant fixait de ses yeux bleus clairs, le commissaire s'approchait. Gall passa entre les 2 vigies et fit un pas en avant pour aller à la rencontre du limier, le dévisageant pendant un long moment. Un peu frêle, l'homme portait un long manteau noir qui recouvrait une fine cuirasse de cuir. Taché de boue sèche et déchiré à quelques endroits, ses vêtements semblaient usés et anciens. Son visage, lui, paraissait jeune et teinté d'inexpérience. Gall lui aurait donné environ 25 ans, tout au plus. « Vous devez être le commissaire Gall? »« Je présume, » dit le limier, un peu embêté par le silence. Le commissaire se contenta d'un grommelement affirmatif en guise de réponse, continuant de le scruter de la tête aux pieds. Il remarqua dépasser derrière lui la poignée d'une longue épée bâtarde, plus imposante que la lame qu'il gardait lui-même dans son fourreau. Il vit également la crosse d'un pistolet, rangé à la ceinture du limier. Barillet à 3 coups. Plutôt standard. Gall ne pouvait s'empêcher de trouver étrange toute cette attirail, compte tenu du fait que les limiers avaient normalement recours à la puissance de la magie pour combattre. « Et vous êtes? »« Kiridon Magellan, » répondit le jeune homme. « Je croyais que l'on vous avait informé de ma venue. » « C'est le cas, en effet.
Mais comme vous m'avez tout l'air fraîchement sorti de l'école, je voulais m'assurer que c'était bien vous. Combien d'années avez-vous à votre mandat, limier? 1, 2, au maximum? Quiridon esquissa un rictus acide, visiblement peu affecté par la remarque cinglante du commissaire. Très amusant. Laissez-moi être clair, commissaire. Je chasse la magie illicite, pas les fonctionnaires incompétents. Alors, laissez-moi faire mon boulot, vous voulez bien. Il fit un pas en avant, mais fut violemment stoppé dans son mouvement par la main de Gall. Quiridon avait des couteaux dans les yeux, tandis que le vieil homme le toisait, ce dernier semblant d'ailleurs en retirer un amusement tout à fait malsain. « Votre badge ?» Le limier fronça les sourcils, fit un pas en arrière et fouilla à l'intérieur de son manteau. Il en retira un épais médaillon en ébène qu'il présenta au chef de la police. Gall observa les motifs sculptés dans le bois, représentant le visage d'une femme se tordant de douleur, la bouche grande ouverte. C'était la reproduction de la déesse de l'équilibre, Avara, patronne des limiers, qui hurlait les injustices du monde. Le niveau de détail présent sur les sculptures rendait la falsification de ces médaillons plutôt complexe. Satisfait de l'authenticité du badge, le commissaire se décida finalement à s'écarter du chemin, laissant Quiridon entrer librement dans le périmètre. Les deux hommes marchèrent côte à côte, parcourant la scène. À mesure qu'ils approchaient du corps, plusieurs patrouilleurs se retournaient les uns après les autres pour dévisager le nouvel arrivant. Sa présence parmi les corps policiers semblait être des plus malvenus. « Cette Cordelia de Rome, vous la connaissiez ?» demanda Gall. « Pas du tout. »« Ah bon, je me disais qu'entre mages, Il y a beaucoup de postulants, monsieur le commissaire, coupa le limier, mais très peu d'élus. » Gall se tut. Bientôt, ils se retrouvèrent à proximité de la dépouille de Cordelia, toujours recouverte de ce long tissu imbibé de sang qui traînait sur la pierre humide. Aux côtés du cadavre, Martin regardait le limier s'avancer avec dédain avant d'échanger un regard complice avec son supérieur. Quiridon fit semblant de ne rien remarquer et porta plutôt son attention sur le corps, soulevant la toile qui le recouvrait. Il resta ensuite en place un moment, observant chaque détail qui pouvait sortir de l'ordinaire. La position du corps, les éclats de la balle, la coagulation du sang au sol, chaque détail pouvait parler. Après quelques secondes à peine, il eut un léger haut de cœur. Le limier retint son souffle, poursuivant son examen, en espérant que Gall et Martin n'aient pas noté cet instant de faiblesse. Le fait de voir une postulante tuée aussi froidement, en plein milieu de la rue, le révoltait. Quelques années plus tôt, à l'époque où il était lui-même postulant, Quiridon aurait pu se retrouver à la place de Cordelia, à Gésir, ainsi, au beau milieu de la rue. Cette pensée lui glaçait le sang. Il fit de son mieux pour la chasser aussitôt de son esprit. Il devait rester concentré sur le moment présent. Derrière lui, Quiridon pouvait entendre Gall tapoter du pied incessamment. Il sentait bien qu'il était en train de tester la patience des deux policiers. Il savoura ce moment, imaginant à quel point sa simple présence pouvait rendre dingue le commissaire. Après une bonne minute, le jeune mage avait tout vu. Tout ce qu'il y avait à voir. Remettant le tissu par-dessus la victime, il arrêta subitement son mouvement. Un détail avait capté son intérêt. Sous le bras de Cordelia, de minuscules parcelles verdâtres de la taille d'un grain de sable scintillaient au sol. Il abandonna le morceau de toile, puis souleva doucement le bras de la postulante pour y découvrir d'autres particules similaires. « S'il vous plaît, limier !» implora Martin. « Ôtez donc vos sales pattes de là. J'ai déjà pris tous les échantillons nécessaires. Vous ne faites que saloper ma scène de crime. » Quiridon ne porta pas attention aux complaintes du scientifique, puis cueillit, du bout de son doigt, quelques morceaux de cette substance. « Et ça ?» fit Quiridon. « Vous en avez pris dans vos échantillons, peut-être? » « Quoi? Du sable? » Le limier n'offrit aucune réponse et approcha son doigt de son œil pour inspecter de plus près ce qu'il venait de récolter. Avec une lunette, il aurait pu y voir une forme cristalline précise. Mais Quiridon connaissait déjà la matière qu'il avait sous les yeux. « Fascinant, dit-il. »« Quoi donc? » grogna Gall, impatient. « Je disais qu'il est fascinant à quel point il faut une bande d'incapables comme vous pour louper les indices les plus importants.
Hilarant, Magellan, hilarant. Martin s'interposa, peu amusé par la causticité du limier. Dites-nous ce que vous avez trouvé plutôt que de faire votre guignol. Quiridon se releva et présenta les cristaux au scientifique. Celui-ci se frotta les yeux et s'avança pour y jeter un œil sans trop savoir quoi regarder. Qu'est-ce que c'est? Vu d'ici, on dirait de la poudre à canon. Bon sang, on va y passer la nuit, c'est pas vrai. Un long soupir s'ensuivit. Quiridon se rétracta, puis balaya sa main contre son manteau. Ce sont des cristaux métamorphiques, expliqua-t-il. Gal et Martin froncèrent les sourcils, affligés. Alors que Quiridon se grattait la tête, le mage prit une courte pause pour chercher ses mots. Expliquer des concepts magiques à des non-initiés s'avérait lui être un vrai défi. Il s'agit de particules qui sont formées par sublimation inverse, lorsque l'énergie magique d'un mage entre en contact avec l'air ambiant. Pour faire simple, plus il y en a, plus le sort utilisé était puissant. Seconde pause. Toujours pas de réaction de la part des policiers, qui se montraient aussi perdus que tout à l'heure. Martin tenta une question. Et ces particules, elles pourraient avoir été causées par un deuxième mage? Quiridon désapprouva de la tête en se tournant pour regarder le corps derrière lui. Je ne crois pas. La quantité de cristaux est assez faible pour qu'elle puisse provenir d'une simple postulante. La pauvre a probablement essayé de se défendre avant d'être tuée. À moins que vous ne trouviez d'autres cristaux ayant une teinte différente dans les parages, notre suspect est sans doute un non-mage. Encore heureux, dit Gal. Le vieux policier se retroussa la moustache et regarda le limier sortir de son manteau un épais calepin ainsi qu'une plume à réservoir. Quiridon feuilleta rapidement à travers ses notes et s'arrêta sur une page vierge pour y inscrire quelques mots. « Ça y est, vous avez terminé votre petit examen? »« Oui, » répondit Quiridon en finissant d'écrire. « Quelle est la suite? »« Nous allons nous rendre chez les parents de la victime pour annoncer son décès et poser quelques questions. » Je vois. Quiridon rangea son calepin et se dirigea vers la sortie du périmètre de sécurité. Gal remercia Martin pour ses services et emboîta le pas au limier. Au passage, il demanda au lieutenant Reed de faire atteler une carriole pour organiser le déplacement. Relevant la tête en direction de la rue, il vit le limier s'éloigner. « Hé! Où est-ce que vous allez comme ça? Vous venez pas? » Quiridon s'arrêta, donnant le temps à Gal de se trouver à distance de conversation. « Non merci, dit-il calmement. « C'est la procédure, insista le commissaire. Le limier leva les yeux au ciel. C'est surtout une perte de temps. Elle n'a probablement pas vu ses parents depuis des mois, voire plus. Vous n'obtiendrez rien. Qu'est-ce que vous proposez, alors? D'aller au pensionnat de la division. Au moins, nous apprendrons peut-être quelque chose. Gal soupira. Il fit signe au lieutenant Reed d'approcher. Dites au cocher de préparer le trajet pour nous rendre sur le montant est de l'arrivée. Reed s'estomaqua. Monsieur, c'est à 2 heures de route. Oui, je connais ma géographie. Merci, lieutenant. Bien sûr, chef. Le lieutenant s'exécuta sous le regard exaspéré de Gal. Quiridon observait la scène avec amusement, surpris de la vitesse à laquelle le commissaire s'était rallié à son idée. Je vous remercie de faire confiance en mon jugement. Ne vous y habituez pas, tant que ça peut me permettre de me débarrasser de vous plus rapidement. Les premières lueurs du jour filtraient à travers les nuages au moment où la carriole franchissait les murs extérieurs d'Avost. Le rempart, dont la hauteur impressionnait, gardait le bourg principal de la cité industrielle contre de potentielles attaques. L'expansion monstre de la démographie avait bien poussé quelques courageux à se bâtir modestement à l'extérieur de ces inexpugnables structures de pierre. Mais quelques lieues plus loin, et ils seraient déjà dans un environnement plus sauvage. Quiridon ôta son capuchon, dévoilant de courts cheveux châtains, puis s'adossa plus confortablement contre la banquette matelassée. Seul Gal se retrouvait assis à l'intérieur de la cabine avec lui. Pas un mot n'avait été prononcé depuis leur départ de la scène de crime, entretenant la tension amère qui avait découlé de leur rencontre.
Épuisé, le jeune mage bâilla bruyamment et déposa sa tête vers l'arrière alors qu'il fermait les yeux. 2 minutes plus tard, Quiridon somnolait déjà. Gale détourna son regard du limier et fouilla dans sa poche pour en retirer sa pipe ainsi que sa tabatière. On entendit des gouttes d'eau heurter l'habitacle tandis que le cocher maudissait l'arrivée de la pluie. Fourrant une pincée de tabac dans le creux de sa pipe, le commissaire se dérida en écoutant les complaintes du conducteur. J'ai demandé à Reed d'aller rencontrer les parents de la victime avant de partir. Si nous ne trouvons pas nos réponses là-bas, nous aurons un compte-rendu. Quiridon renifla et ouvrit les yeux à moitié. À la bonne heure, le limier se retourna et campa sa tête contre la vitre de la voiture avant de bâiller à nouveau, cette fois la bouche grande ouverte. Il tira son manteau vers lui à la manière d'une couverture, puis abaissa de nouveau ses paupières. Gale serra les dents. « Je vous demanderai d'être plus attentif quand je vous donne les détails de notre enquête, limier. » De votre enquête, précisa Quiridon. Quand nous aurons annoncé la mort de la postulante au pensionnat et que nous aurons établi qu'elle a été tuée par un non-mage, vous pourrez bien vous passer de mon aide. Gale se flageolait déjà de ne pas y avoir pensé plus tôt, tant cette perspective parvenait à contenir son agacement. Martin s'interposa, peu amusé par la causticité du limier. « Dites-nous ce que vous avez trouvé, plutôt que de faire votre guignol. » Quiridon se releva et présenta les cristaux au scientifique. Celui-ci se frotta les yeux et s'avança pour y jeter un œil sans trop savoir quoi regarder. « Qu'est-ce que c'est? Vu d'ici, on dirait de la poudre à canon. »« Bon sang, on va y passer la nuit, c'est pas vrai. » Un long soupir s'ensuivit. Quiridon se rétracta, puis balaya sa main contre son manteau. « Ce sont des cristaux métamorphiques, » expliqua-t-il. Gale et Martin froncèrent les sourcils, affligés, alors que Quiridon se grattait la tête. Le mage avait pris une courte pause pour chercher ses mots. Expliquer des concepts magiques à des non-initiés s'avérait lui être un vrai défi. Il s'agit de particules qui sont formées par sublimation inverse lorsque l'énergie magique d'un mage entre en contact avec l'air ambiant. Pour faire simple, plus il y en a, plus le sort utilisé était puissant. Seconde pause. Toujours pas de réaction de la part des policiers qui se montraient aussi perdus que tout à l'heure. Martin tenta une question. « Et ces particules, elles pourraient avoir été causées par un deuxième mage? » Quiridon désapprouva de la tête en se tournant pour regarder le corps derrière lui. « Je ne crois pas. La quantité de cristaux est assez faible pour qu'elle puisse provenir d'une simple postulante. La pauvre a probablement essayé de se défendre avant d'être tuée. À moins que vous ne trouviez d'autres cristaux, ayant une teinte différente dans les parages, notre suspect est sans doute un non-mage. »« Encore heureux, » dit Gale. Le vieux policier se retroussa la moustache et regarda le limier sortir de son manteau un épais calepin, ainsi qu'une plume à réservoir. Quiridon feuilleta rapidement à travers ses notes et s'arrêta sur une page vierge pour y inscrire quelques mots. « Ça y est? Vous avez terminé votre petit examen? »« Oui, » répondit Quiridon, en finissant d'écrire. « Quelle est la suite? »« Nous allons nous rendre chez les parents de la victime pour annoncer son décès et poser quelques questions. »« Je vois. » Quiridon rangea son calepin et se dirigea vers la sortie du périmètre de sécurité. Gale remercia Martin pour ses services et emboîta le pas au limier. Au passage, il demanda au lieutenant Reed de faire atteler une carriole pour organiser le déplacement. Relevant la tête en direction de la rue, il vit le limier s'éloigner. « Hé, où est-ce que vous allez comme ça? Vous venez pas? » Quiridon s'arrêta, donnant le temps à Gale de se trouver à distance de conversation. « Non merci, dit-il calmement. « C'est la procédure, insista le commissaire. Le limier leva les yeux au ciel. C'est surtout une perte de temps. Elle n'a probablement pas vu ses parents depuis des mois, voire plus. Vous n'obtiendrez rien. Qu'est-ce que vous proposez, alors? D'aller au pensionnat de la division. Au moins, nous apprendrons peut-être quelque chose. Gale soupira.
Il fit signe au lieutenant Reed d'approcher. « Dites au cocher de préparer le trajet pour nous rendre sur le montant est de la rivée. » Reed s'estomaqua. « Monsieur, c'est à 2 heures de route? »« Oui, je connais ma géographie. Merci, lieutenant. »« Bien sûr, chef. » Le lieutenant s'exécuta sous le regard exaspéré de Gall. Quiridon observait la scène avec amusement, surpris de la vitesse à laquelle le commissaire s'était rallié à son idée. « Je vous remercie de faire confiance en mon jugement. Ne vous y habituez pas, tant que ça peut me permettre de me débarrasser de vous plus rapidement. » Les premières lueurs du jour filtraient à travers les nuages au moment où la carriole franchissait les murs extérieurs d'Avost. Le rempart, dont la hauteur impressionnait, gardait le bourg principal de la cité industrielle contre de potentielles attaques. L'expansion monstre de la démographie avait bien poussé quelques courageux à se bâtir modestement à l'extérieur de cette inexpugnable structure de pierre. Mais quelques lieues plus loin, et ils seraient déjà dans un environnement plus sauvage. Quiridon ôta son capuchon, dévoilant de courts cheveux châtains, puis s'adossa plus confortablement contre la banquette matelassée. Seul Gall se retrouvait assis à l'intérieur de la cabine avec lui. Pas un mot n'avait été prononcé depuis leur départ de la scène de crime, entretenant la tension amère qui avait découlé de leur rencontre. Épuisé, le jeune mage bâilla bruyamment et déposa sa tête vers l'arrière alors qu'il fermait les yeux. 2 minutes plus tard, Quiridon somnolait déjà. Gall détourna son regard du limier et fouilla dans sa poche pour en retirer sa pipe ainsi que sa tabatière. On entendit des gouttes d'eau heurter l'habitacle tandis que le cocher maudissait l'arrivée de la pluie. Fourrant une pincée de tabac dans le creux de sa pipe, le commissaire se dérida en écoutant les complaintes du conducteur. « J'ai demandé à Reed d'aller rencontrer les parents de la victime avant de partir. Si nous ne trouvons pas nos réponses là-bas, nous aurons un compte-rendu. » Quiridon renifla et ouvrit les yeux à moitié. À la bonne heure. Le limier se retourna et campa sa tête contre la vitre de la voiture avant de bâiller à nouveau, cette fois la bouche grande ouverte. Il tira son manteau vers lui à la manière d'une couverture, puis abaissa de nouveau ses paupières. Gall serra les dents. « Je vous demanderai d'être plus attentif quand je vous donne les détails de notre enquête, limier. De notre enquête, limier. »« De votre enquête ?» précisa Quiridon. « Quand nous aurons annoncé la mort de la postulante au pensionnat et que nous aurons établi qu'elle a été tuée par un non-mage, vous pourrez bien vous passer de mon aide. » Gall se flagellait de ne pas y avoir pensé plus tôt, tant cette perspective parvenait à contenir son agacement. Sans mage à chasser, il pourrait sans doute s'éviter la présence de ce petit abruti, pensa-t-il. Heureusement, pour les 2 voyageurs, les fines roues de la carriole avaient su résister au chemin boueux qu'ils avaient dû emprunter pour arriver jusqu'au pensionnat. Malgré les intempéries, il avait fallu un peu moins de 2 heures de voyage. On entendit les chevaux hennir à l'arrêt de la voiture. D'un geste vif, Gall tapota l'épaule du limier endormi. « Nous y sommes !» Quiridon émergea et dut cligner plusieurs fois des yeux pour s'habituer à la lumière du matin. Il reconnut au travers de la fenêtre l'endroit dans lequel il avait passé le plus clair de son adolescence. Le pensionnat du magistère était un bâtiment hors du temps, une véritable relique d'un âge révolu. Les pierres, autrefois blanches comme l'ivoire, se retrouvaient désormais envahies de plantes grimpantes qui s'installaient sur la colonnade. Au-dessus du portique, qui menait à la cour intérieure, se dressait une grande sculpture identique à celle du médaillon de Quiridon. Le visage d'Avara, au centre, combiné aux 2 autres divinités de la Sainte Triade, ne donnait pas une impression très chaleureuse de l'établissement. Gall ouvrit la portière de la voiture et invita Quiridon à sortir devant lui. Les 2 hommes passèrent les colonnes et suivirent le chemin tracé par les dalles de la cour pour arriver jusqu'à une grande porte en bois. Le commissaire s'apprêta à frapper, mais Quiridon passa devant lui pour tirer la poignée sans s'annoncer.
débouchant sur un large vestibule où l'éclairage était pauvre. Un vieil homme les accueillit alors. Quiridon reconnut le visage d'un des gardiens des lieux, mais celui-ci ne semblait pas avoir la mémoire aussi aiguisée que le jeune mage. « Vous désirez » demanda-t-il. « Nous sommes du magistère, » répondit Quiridon. Nous devons voir Madame Nard. Elle est en prière à l'heure qu'il est. Elle ne désire pas être dérangée. C'est de la plus haute importance, insista le limier. Le gardien soupira, hésitant. Il examina l'accoutrement des deux arrivants, comme si leur apparence était une quelconque garantie quant à l'urgence de leur visite. « Très bien, suivez-moi, je vais vous montrer le chemin de la chapelle. »« Je sais où c'est, » le coupa sèchement Quiridon. La chapelle était le seul endroit du pensionnat encore destiné à la pratique du culte de la Sainte Triade, car depuis son institutionnalisation, la division des limiers prenait des distances toujours plus grandes avec la religion qui guidait autrefois ses préceptes. À cette heure, la rectrice Viviane Nard avait pour habitude de chaque matin de venir y faire une courte prière. Peu de mages étaient encore pratiquants, mais Vivienne avait toujours voulu dédier sa vie à la déesse de l'équilibre. Agenouillée devant l'autel d'Avara, les mains jointes, elle murmurait quelques phrases en langue longarienne, dont l'écho résonnait jusqu'à l'entrée par laquelle Quiridon et Gale venaient de surgir. Elle entendit le son des bottes, humides, glisser sur le parquet de marbre et cessa sa prière. « Désolée de vous interrompre, » s'annonça Quiridon. Viviane fit volte-face et retira sa capuche blanche, laissant apparaître un visage fatigué, mais empreint d'une certaine sérénité. La femme, dans la quarantaine, avait instantanément reconnu la voix du jeune homme. « Quiridon! Bon sang! Comme c'est étrange de te revoir ici, » dit-elle en avançant plus près. « Cela fait combien d'années que tu as ton mandat déjà? »« Bientôt 2, » répondit le limier. « C'est fou comme le temps passe vite. » Elle posa les mains sur les épaules de son ancien élève. « Le magistère est bien chanceux de t'avoir, » reprit la rectrice du pensionnat. Quiridon répondit d'un rire gêné. Elle nota le léger malaise, puis détourna son regard vers Gale, dont on l'avait à peine remarqué la présence jusqu'à maintenant. Le sourire de la femme s'effaça à la vue de l'habit grisâtre du policier. « J'imagine que vous n'êtes pas là pour une visite de courtoisie? Qu'est-ce qui se passe? » Gale et Quiridon se regardèrent. On voyait dans leurs yeux inquiets qu'ils ignoraient comment aborder le sujet. Le vieux policier fit un pas en avant, la tête clouée vers le sol. « Madame, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de façon adroite de vous annoncer cela. Nous avons retrouvé cette nuit le corps de l'une de vos pensionnaires, assassinée. » Vivienne resta de marbre. Elle prit une grande respiration et vint s'asseoir sur l'un des bancs disposés en rangée. Elle resta immobile, ainsi, le temps d'absorber la nouvelle. « C'est Cordelia, n'est-ce pas? » Quiridon hocha la tête. Les mains de la rectrice se mirent à trembler. « Je vais répondre à toutes vos questions, » continua-t-elle. « On peut vous laisser un moment, dit Gale. « Non, je vais bien. » Elle prit une pause pour reprendre son souffle, puis se tourna vers le jeune mage. « Dis-moi ce que vous avez besoin de savoir. » Il expira lourdement, faisant de son mieux pour retrouver son sang-froid. Voir Vivienne dans cet état le troublait. D'ordinaire, c'était une femme forte, rarement prompte à céder aux émotions. Mais il savait pertinemment que sa seule préoccupation était la sécurité de ses étudiants. Pour commencer, nous aimerions savoir pourquoi elle était en ville. Je sais qu'il est rare, normalement, que les postulants soient admis à l'extérieur. Cordelia était chargée des courses depuis quelques semaines. Je croyais qu'elle avait passé la nuit à Avost. Jamais je n'aurais cru que... Vous n'auriez rien pu faire, lui assura Gale. Avez-vous par hasard remarqué quoi que ce soit d'étrange dans son comportement récent, avec des membres du personnel ou ses camarades? Non, rien qui ne sortait de la routine. Vraiment. C'était la première fois qu'elle ne rentrait pas à l'heure de ses sorties en ville. Autrement, c'était une postulante modèle. Elle aurait fait un excellent limier.
Quéridon gratta quelques notes rapides dans son carnet, bien que les réponses obtenues lui aient semblé dénuées d'un quelconque intérêt. « Rien d'autre ?» reprit le commissaire. « Avait-elle des ennemis au pensionnat ou ailleurs? Des gens qui pourraient lui vouloir du mal pour une raison ou une autre? » Vivienne haussa les épaules. Il est vrai que Cordelia avait un peu de mal à se mêler aux autres ici, mais je ne vois vraiment pas qui pourrait la détester au point de la tuer. Je suis désolée. Je ne dois pas vous aider beaucoup. Ce n'est rien, dit Quéridon en rangeant son calepin. Vous nous avez permis au moins de mettre un peu de contexte à cette histoire. Est-ce que l'on pourrait voir sa chambre avant de partir? Bien sûr. Le limier aurait pu se diriger les yeux fermés dans le pensionnat. Il connaissait chaque couloir qu'il empruntait, chaque recoin. Sur leur chemin, le commissaire et lui croisèrent de nombreux postulants, d'âge variés, tous aussi surpris de voir deux inconnus vadrouiller librement dans le pensionnat. Ils arrivèrent enfin à l'aile où logeaient les postulants, qui n'était autre qu'une immense pièce divisée par le biais de simples paravents en chambres individuelles. Gall et Quéridon s'orientèrent dans ce dédale grâce aux indications de Vivienne. Comme toutes les autres chambres, celle de Cordelia était équipée d'un lit simple, d'une table de chevet et d'une petite commode de rangement. Quéridon entreprit de fouiller les tiroirs, de regarder chaque note, chaque livre déposé au hasard, chaque brin d'indice qui pourrait être révélateur des motivations de ses assaillants. Hélas, comme la rectrice l'avait mentionné plus tôt, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Quelques ouvrages élémentaires de magie, des textes religieux sur les anciennes divinités. Cordelia avait tout l'air d'une personne studieuse et organisée, à en juger par l'ordre alphabétique dans lequel ses bouquins étaient classés. Quéridon cessa ses recherches, il perdait son temps. À part la thèse d'un vol ayant mal tourné, je ne vois vraiment pas ce qui nous reste comme option. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voyez un motif, vous? C'est certain qu'à être enfermé ici à longueur d'année, on peut difficilement se faire des contacts à l'extérieur. Enfin, n'y voyez pas d'offense. Non, vous avez entièrement raison. Gall soupira. Il avait une autre possibilité, mais le commissaire éprouvait du mal à le formuler tout haut. Le simple fait d'avoir des pouvoirs surnaturels est peut-être un motif assez fort dans cette ville. Il faut croire. J'espère que vous avez tort. Chapitre 2. De retour en ville, la carriole s'arrêta aux abords du canal de l'arrivée, qui traversait Avost de long en large, à quelques rues seulement du magistère. Sur la grande allée, une masse de passants était attroupée, bloquant complètement l'accès aux chevaux. « Pourquoi on s'arrête? » demanda Gall au cocher. « Il semble y avoir une sorte de parade devant le magistère, monsieur. » Le commissaire vida le contenu de sa pipe par la fenêtre et sortit la tête pour le constater par lui-même. Ce que le cocher avait identifié comme une célébration s'apparentait davantage à une protestation publique. Une parade. Il serait pas un peu con, celui-là? Le cocher se fâcha. Au loin, derrière la marée humaine, on pouvait apercevoir les grandes tours caractéristiques du bâtiment principal du magistère. « Qu'est-ce qui nous bloque? » demanda Quéridon. « Probablement encore ces siphonnés des lobbies anti-magie, ou je ne sais quoi encore. Ils sont là pratiquement toutes les semaines maintenant. »« C'est bon, répondit-il. Vous pouvez me déposer ici, je vais marcher le reste. » Le limier descendit alors de la voiture et salua Gall avant de s'éloigner en direction de la foule. Sa vision était brouillée. Il commençait à ressentir les effets de la fatigue après cette nuit passée à enquêter. Il dut cligner des yeux à plusieurs reprises pour se repérer, cherchant du regard une ouverture pour se frayer un chemin parmi la troupe de manifestants. Plusieurs d'entre eux étaient équipés de torches, de panneaux de bois et d'accessoires en tout genre, visant à attirer l'attention. Et vu l'état des lieux, la manifestation devait être en cours depuis un bon moment déjà. L'objectif des protestataires était sans doute de gêner les travailleurs qui se rendaient au magistère chaque matin, pensa le limier. Lui-même faisait malheureusement partie de cette caste.
Comme Gall l'avait observé, cela faisait quelque temps déjà que les gens se mobilisaient ainsi devant l'institution démocratique. Les nouvelles propositions du haut-limier Wake vis-à-vis de l'intégration de la magie dans d'autres sphères du gouvernement avaient eu tôt fait de réveiller l'opposition d'influents groupes de pression, tels que la Mangouste ou encore de plusieurs conseillers au sein même du magistère. Damon Wake n'était pas un homme très populaire, mais il se battait pour une cause qui lui paraissait noble. Les couleurs portées par les manifestants permettaient aux limiers d'identifier les différents groupes présents. Ceux qui soutenaient le Front naturel avaient au bras un simple brassard orangé, tandis que les membres de la Mangouste portaient autour du cou un foulard bleu, sur lequel on pouvait voir un motif stylisé de l'animal brodé tout au bout. Ces deux partis radicaux, malgré leurs propositions extrêmes, arrivaient pourtant à obtenir la considération du magistère. Mais depuis le retour de Wake de son voyage dans la cité de Long Rust, le ton avait monté au cran supérieur. Quelques difficiles enjambées plus tard, Quiridon parvint à s'extraire de la masse de gens pour arriver devant l'entrée du magistère. Il avait dû frôler l'asphyxie à quelques reprises, mais son rendez-vous avec Wake ne devait attendre davantage. Le jeune mage se doutait que le haut-limier n'aurait pas l'oreille spécialement attentive avec toute cette agitation. Néanmoins, il était de son devoir de lui faire des comptes rendus réguliers. Le hall d'entrée était plus rempli qu'à l'accoutumée. Le portail de sécurité, lui, avait l'air d'avoir doublé de volume. Dès que Quiridon s'en approcha, 2 gardes armés de larges arquebuses lui bloquèrent l'accès. « Pardon, dit l'un d'entre eux. Mesure spéciale. Nous vérifions l'identité de chaque visiteur. Je travaille ici, assura Quiridon. Le garde observa l'habit quelque peu négligé du limier et échangea un regard perplexe avec son collègue. Voyant qu'il perdait son temps, Quiridon montra son badge, non sans y adjoindre un soupir des plus blasés. Le garde ravala sa salive, leva son arme, puis s'écarta doucement du chemin. 4e étage, balbutia-t-il. Quiridon leva les yeux au ciel et passa devant. Les autres gardes du portail reculèrent également d'un pas, évitant le regard du limier. Celui-ci baissa la tête, embêté d'avoir créé autant d'émoi pour si peu. Ces gardes devaient être du service de police, en renfort aux guetteurs habituels du magistère. Les pauvres n'avaient sûrement jamais vu de mage auparavant. Quiridon se dirigea vers l'escalier central, croisant sur sa route des dizaines de fonctionnaires au visage apeuré. La manifestation avait assurément plombé l'ambiance à l'intérieur de ses murs. Il entreprit de gravir l'immense escalier, admirant au passage les vitraux colorés devant lesquels il passait chaque jour ou presque depuis 2 ans. Puis, arrivé à l'étage de la division des limiers, Quiridon suivit la rambarde pour emprunter le couloir des chambres. C'était dans cette même allée qu'il résidait depuis le début de son mandat. Une fois dans ses appartements, il y déposa rapidement ses armes, se passa un peu d'eau dans le visage et s'assura d'être présentable avant de reprendre son chemin vers le bureau du magistrat Wake. Marchant dans le couloir, il croisa l'une de ses collègues, Tara Rordan, une grande femme, fin vingtaine, aux yeux pâles et aux cheveux aux reflets roux. Quiridon était toujours dans un drôle d'état lorsqu'il était en sa présence. En 7 ans de mandat, elle était le limier le plus efficace de la division. Plus de 20 mages clandestins arrêtés et un parcours hiérarchique absolument impeccable. Comme il aurait aimé avoir une aussi grande connaissance de la magie qu'elle. Gêné, Quiridon la salua poliment d'un geste de la main, mais elle s'arrêta pour lui faire la conversation. « Depuis quand es-tu levé à 7 heures? » lança-t-elle à la blague. « Les manifestants m'empêchent de dormir, répondit le jeune mage. Je me suis dit que je devrais plutôt aller embêter Wake. Bonne chance, il est un peu sur les nerfs. Ouais, je m'en doute. Merci du conseil. Elle releva une mèche de cheveux et lança un sourire à Quiridon avant de disparaître dans sa propre chambre. Il ravala sa salive et poursuivit jusqu'à la porte du bureau du haut-limier. « Entre, je t'en prie », l'invita le vieil homme de sa voix caverneuse. Penché sur ses dossiers, Damon Wake était assis dans un grand fauteuil de cuir, entouré de bibliothèques fournies et d'un plafond dont la hauteur impressionnait. Derrière lui se dressait une grande fenêtre qui donnait sur la rue.
où l'on voyait que la manifestation n'avait rien perdu en intensité depuis tout à l'heure. Quiridon s'avança de quelques pas, franchissant une rosace sculptée dans le marbre du plancher. Il hésitait. « Est-ce un bon moment? » demanda-t-il. « Oh, ce n'est jamais un bon moment. Assis-toi donc, il me reste un peu de thé. » Le limier le remercia et prit la place sur l'une des chaises disposées en face du bureau. Damon vint cueillir une tasse supplémentaire sur un plateau de service avant de le remplir du liquide encore fumant. Il resservit ensuite sa propre tasse, puis déposa la théière sur le plateau. « Vous avez lu le rapport sur le meurtre de cette nuit? » demanda Quiridon. La postulante? Oui. Quelle sombre histoire. Comment se passe ton enquête? Pas terrible, en fait. Je me demande si nous ne devrions pas remettre cette affaire entre les mains des policiers. Wake fronçit les sourcils, hébété. Ah bon? Pourquoi cela? Aucune trace de magie, mis à part celle de la victime elle-même. C'est un meurtre ordinaire et c'est donc à la police de s'en charger. Nous ne devrions pas nous mêler à leur opération. Es-tu tombé sur la tête, Quiridon? Une apprentie mage du gouvernement assassinée. Tu appelles ça un meurtre ordinaire? Pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire, se reprit-il. Mais tant qu'il n'y a pas d'utilisation illicite de magie, mon rôle s'arrête ici. Au contraire. Wake souffla sur sa tasse avant de se risquer à en prendre une gorgée. Puis se leva de son siège d'un pas lent. Il s'approcha de la fenêtre. « Regarde, dit-il, depuis des années que je me bats au conseil pour empêcher la fermeture de notre division. Et voilà le résultat. Tout le monde est contre nous en ce moment. » Je ne comprends pas où vous voulez en venir. L'assassinat d'une postulante par un civil non-mage. Nous n'avons pas vu un tel acte de haine depuis l'insurrection des invocateurs. Hélas, oui. Wake baissa la tête. Il fit une pause. Le simple fait d'avoir évoqué ce terrible moment de l'histoire de la ville avait créé un embarras. 30 années s'étaient écoulées, et pourtant les cicatrices de l'insurrection étaient encore fraîches dans l'esprit des gens, ainsi que dans le paysage politique. Nous pouvons blâmer la tentative de putsch des invocateurs pour la peur qu'elle a inspirée contre les mages, reprit Wake. Encore aujourd'hui, c'est cette crainte qui incite les gens à ce genre de débordement. De l'eau a coulé sous les ponts, dit Quiridon. Peut-être. J'espère au fond de mon cœur que les groupes anti-magie ne sont pas les auteurs de ce meurtre. Mais je ne peux pas m'empêcher de les soupçonner. Cela fait des mois qu'ils se radicalisent, qu'ils s'opposent à mes tentatives de légiférer en matière de magie civile. En même temps, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Ils sont plus virulents que d'habitude. Ce n'est pas normal, trancha le magistrat. Le limier acquiesça en silence. Cette conjecture donnait froid dans le dos. Se pouvait-il que cet acte soit le début d'une vengeance contre les atrocités commises par les mages 30 ans plus tôt? Peut-être, mais les preuves étaient trop minces pour l'instant. Et ce genre d'amalgame pouvait s'avérer dangereux à faire avant d'obtenir plus d'informations. Quiridon déglutit. Il était bien trop tenaillé par la fatigue pour y voir clair. Sauf votre respect, dit-il. Je ne pense pas que vos projets de loi puissent insuffler des idées de meurtre, même chez les plus radicaux d'entre eux. Je ne sais pas. Le vieil homme termina sa tasse et regarda le vide un instant. Je ne serai pas haut éternellement, reprit le magistrat. Déjà que je n'ai presque plus de connexion avec la magie, je veux en faire le plus possible avant de céder ma place. C'est déjà un miracle que vous ayez encore le moindre pouvoir à votre âge. C'est rare. Wake ricana, mais le jeune limier avait bien raison. La possibilité qu'avaient les mages à faire pleinement usage de leurs dons provenait de l'entraînement, mais était également soumise à leur cycle biologique. La connexion qu'avaient les individus de sang magique avec leur pouvoir croissait à mesure qu'ils s'approchaient de la trentaine, puis s'effaçait progressivement dans les années suivantes, jusqu'à complètement s'éteindre au seuil de la cinquantaine. Le magistère se devait donc d'être constamment à la recherche de sang neuf pour renouveler ses effectifs. C'était également la raison pour laquelle le mandat standard de limier durait habituellement 15 ans, sans possibilité d'extension. Passé ce délai, les membres de la division redevenaient pour la plupart de modestes citoyens,
contraints à se faire interdire l'usage de leur magie jusqu'à sa disparition totale. Lui-même, près de la soixantaine, Wake pouvait s'estimer heureux d'avoir encore ne serait-ce qu'une bribe de sensibilité magique. « Continue d'enquêter sur le meurtre de Cordelia, » commanda le haut. « Quelque chose me dit que ce n'est pas terminé. »« Très bien. Merci de m'avoir reçu. » Quiridon se leva de son siège et s'inclina respectueusement. Il cala le fond de sa tasse de thé avant de quitter le bureau. Au moment où il s'apprêtait à franchir le pas de la porte, la voix grave du magistrat s'éleva de nouveau. « Je suis content de t'avoir parmi nous, Quiridon. Peu de limiers ont l'audace de me tenir tête comme toi. » Celui-ci répondit d'un sourire franc et ferma la porte derrière lui, pour ensuite regagner ses quartiers et se mettre au lit. Ce n'était pas une heure très conventionnelle pour dormir, mais il n'en avait que faire. Il retira ses vêtements, puis se surprit à perdre l'équilibre à plusieurs reprises. Il tenait à peine debout. Plus qu'heureux de retrouver ses couvertures, Quiridon s'y glissa, persuadé que le sommeil viendrait le chercher rapidement. Il posa sa tête sur son oreiller douillet, puis rien. Malgré la nuit, un peu erratique, passée en compagnie de Gale, et la lourdeur qui s'installait sur ses paupières, le limier avait l'esprit en effervescence. Il ne cessait de repenser à la théorie de Wake. Si son mentor avait raison, et qu'il s'agissait bel et bien d'un crime de haine, il y aurait d'autres meurtres bientôt. Toute cette histoire pourrait rapidement prendre des envergures de nouvelles insurrections au rôle inversé. Et cette perspective était plus que suffisante pour justifier son insomnie. En fin d'après-midi, le magistère avait retrouvé son calme. Le soleil couchant et les colonnes de fumée s'échappant du quartier industriel donnaient à Avost une impression de quiétude qu'il aurait été difficile de percevoir quelques heures plus tôt. Du haut du belvédère de la tour Est, on pouvait voir dans la rue les derniers témoins de la protestation. Jonchaient le sol des tracts déchirés et mouillés par la pluie, des morceaux de vêtements en tout genre et quelques pierres noircies par les cendres des torches. Appuyé contre la rambarde, Quiridon se grattait la tête en contemplant ce décor digne d'une peinture. Réveillé depuis 1 heure à peine, il avait senti le besoin de venir prendre un peu d'air avant de se remettre au boulot. Il appréciait cet endroit pour faire le point, vider son esprit. Rapidement, la froideur du vent le convainquit de redescendre. Même avec son épais manteau sur les épaules, il lui était impossible d'ignorer qu'un automne frisquet était en train de faire son nid dans la métropole. Arrivé en bas, il prit la première diligence disponible pour se rendre au commissariat d'Avost. Il s'annonça au policier posté à l'accueil et attendit que Gale vienne à sa rencontre. « Vous êtes déjà là? J'aurais pu me passer de votre présence encore un peu, » dit le commissaire en l'accueillant. « C'est certain que vous êtes habitué à un autre rythme de travail. Contrairement à d'autres, j'essaie de mériter mon salaire, commissaire. Pas besoin de se demander pourquoi les gens font la file pour travailler avec vous. Vous avez toujours le bon mot pour rallier les gens. Vous, les limiers. Suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. » Quiridon grimaça, puis accompagna Gale jusqu'au sous-sol du bâtiment. En descendant les escaliers, on pouvait sentir une forte odeur de produits chimiques. Plutôt désagréable à respirer, il fallait le reconnaître. Au bout d'un long couloir faiblement éclairé, Gale passa entre 2 portes battantes qui menaient à une petite pièce carrée. Au centre se tenait une table métallique sur laquelle gisait le corps de la postulante. Quiridon comprenait maintenant d'où venaient l'étrange parfum qu'il inspirait depuis tout à l'heure. Remarquant au fond une balance à plateau sur lequel les viscères de la victime reposaient, et il dut se retenir pour ne pas dégobiller par terre, créant l'hilarité chez le commissaire. « Je pensais que vous aviez le cœur plus solide. » Le limier tira sa chemise en dessous de son armure et l'amena devant son nez pour pouvoir respirer au travers. Après quelques grandes bouffées d'air, il arriva à chasser sa nausée causée par les substances de conservation. « Qu'y a-t-il de si important qui justifie de me faire descendre ici? » Gale s'approcha de la table d'autopsie pour prendre l'un des contenants métalliques se trouvant sur le comptoir avant de le présenter au limier. Au fond, Quiridon y vit deux petites balles de plomb tachées de sang sec. Martin a extrait les 2 projectiles du corps de la postulante. Nous avons pu les identifier.
D'après lui, les balles auraient été tirées par un pistolet Bockins à 3 coups. Le commissaire pointa l'arme à la ceinture du limier. « Exactement comme celui-là, d'ailleurs, » ajouta-t-il. Quiridon prit une grande respiration et ôta sa chemise de son visage, faisant toutes sortes de grimaces pour essayer de minimiser l'impact des vapeurs qui commençaient à lui irriter les yeux, sans trop de succès. « C'est une arme que n'importe qui peut se procurer, » affirma Limier. « Ça ne nous aide pas beaucoup. Rien de plus spécifique? » « Eh bien, Cyril a aussi pris des échantillons des cristaux dont vous parliez, si jamais ça vous intéresse. » Quiridon secoua la tête. « Comme je vous ai dit, les cristaux sont uniques à chaque mage. À moins d'avoir un second type d'échantillon sur la même scène de crime, nous pouvons seulement déduire que l'assassin n'est pas de sang magique. » « D'accord, très bien. » Gall se retourna pour poser le contenant à l'endroit où il l'avait trouvé. Il resta près de la table d'autopsie, un moment observant les plaies de la victime, l'air songeur. « J'ai repensé à ce que vous avez dit au pensionnat. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que nous cherchons une explication plus complexe qu'elle l'est vraiment. Ça vous ennuie si nous sortons d'ici pour en discuter? » Quiridon tapotait du pied, incapable de supporter l'atmosphère toxique plus longtemps. Sans attendre la réponse du commissaire, il fit demi-tour et quitta la pièce en coup de vent. Gueule, lui, ne paraissait pas importuner le moins du monde. Confus, il suivit le limier à l'extérieur. Quiridon expira lourdement. Le simple fait de s'éloigner de quelques pas du cadavre autopsié était un véritable soulagement. « Excusez-moi, je vous écoute. » Le commissaire eut du mal à cacher un sourire devant la faible tolérance du jeune mage, mais il retrouva rapidement son sérieux. « Écoutez, votre suggestion n'était pas si idiote. Peut-être que Cordelia se trouvait simplement au mauvais endroit au mauvais moment, que Malfrat l'a attaqué pour lui voler ses courses. Fin de l'histoire. » Quiridon resta de marbre. Cette explication lui paraissait plus plausible que la théorie révolutionnaire élaborée par Wake. Mais il avait pour ordre de continuer son enquête sous cet angle. « Nous ne savons pas, » dit le limier. « Et même si c'était le cas, cela n'explique pas pourquoi elle n'est pas retournée à l'heure au pensionnat. Elle ne serait pas restée dans les rues avec des provisions aux petites heures du matin. Ça n'a pas de sens. Nous devons considérer toutes les options. » « Je disais ça comme ça, se défendit Gall. Mais vous avez raison. Je sais que vous êtes pressé de vous débarrasser de moi, mais nous allons devoir apprendre à nous endurer un petit moment, commissaire. Ça n'a rien à voir. » Quiridon et Gall restèrent muets un moment. Ils s'observèrent comme deux corps étrangers ne sachant pas comment communiquer entre eux. Le commissaire tenta alors de briser le silence. « Je vais vous montrer votre poste, » finit-il par dire. « Il vous faudra sans doute un petit moment pour prendre connaissance du rapport complet. » Gall se gratta nerveusement le crâne. Il espérait au fond de lui que ce meurtre soit un cas isolé, mais devait admettre que les circonstances pointaient vers quelque chose de plus gros. Il pouvait bien tolérer la présence du limier quelques jours de plus, pensa-t-il. Les deux hommes remontèrent à l'étage principal, où des rangées de bureaux bourdonnaient à une vitesse effarante. Gall se rendit tout au fond de la grande salle et désigna une table vierge au limier. « Je vais vous faire apporter le dossier, » dit le commissaire. « Il y a du thé à profusion dans la cuisine. » Il prit une courte pause. « Oh, et ne dérangez personne. Peu de gens savent que vous venez de la division, et je préfère que ça leur reste ainsi. » « Comme vous voulez. » Gall disparut dans son bureau, laissant le limier seul. Celui-ci s'installa au poste de travail, puis reçut les documents en question peu de temps après des mains d'un des officiers. La pile des feuilles était impressionnante, mais pas autant que son contenu. La plupart des rapports étaient rédigés dans une calligraphie quasi illisible et étaient régulièrement ponctués de taches d'encre. Quiridon prit le temps de s'étirer et entama la lecture du dossier, se doutant que la nuit allait s'avérer longue. Chapitre 3. Ce fut tout un remue-ménage qui le réveilla au petit matin. La page de son document, à moitié imprimée sur sa joue, il ouvrit les yeux pour voir la plupart des policiers enfiler leurs manteaux et déserter l'étage en panique. Parmi la cohue, Gall était à l'entrée en train de discuter avec le lieutenant Reed. «
Quéridon dut prendre quelques secondes pour reprendre contenance. Il regarda sa tasse à moitié pleine et prit une gorgée du fond de thé froid qui lui restait. C'était dégoûtant. Mais il avait besoin de la théine. Peu importe ce qui était en train de causer cette agitation, les chances qu'il soit concerné étaient plutôt minces. Le limier essaya donc d'ignorer le brouhaha pour se remettre à la lecture des rapports. Malgré y avoir mis des heures et s'être armé de patience pour passer au travers de la pile de documents à peine déchiffrables, il dut admettre que très peu de ces informations s'avéraient pertinentes dans son enquête. Un excès de paperasse pour une poignée de faits. Mais, à moins d'un événement spectaculaire pour le lancer sur une nouvelle piste, il n'y couperait pas. « Hé, limier !» C'était la voix de Gall qui l'appelait depuis l'entrée. Quéridon releva la tête. « Qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquerai en chemin. Mais ça va vous intéresser. Dépêchez-vous. » Sans poser de questions, le limier se leva et agrippa son manteau ainsi que son épée avant de rejoindre le commissaire au pas de course. Qu'importe le genre d'urgence, ce serait sûrement plus intéressant que ces rapports soporifiques. Promptement, il emboîta le pas à Gall jusqu'à l'extérieur, où une filée de voitures attendait devant le commissariat, se mettant en mouvement aussitôt qu'ils eurent fermé la porte. La carriole désignée par le commissaire rattrapa un cortège de plusieurs autres chars qui filaient à vive allure. « Nous avons un nouveau meurtre », annonça Gall. « Un autre postulant ?» questionna Quéridon. « Non, nous ne savons pas encore qui est la victime, mais c'est un homme d'âge mûr cette fois. » Le jeune mage sourcilla. « Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, alors? » Le corps a été retrouvé ce matin à l'église d'Olsmat. Tout a été saccagé. Mes hommes sont en train de fermer la scène de crime à l'heure où on se parle. Martin va nous rejoindre sur la place. Le limier acquiesça. Il connaissait le lieu mentionné par Gall pour son appartenance au culte d'Avara. L'excitation du commissaire lui paraissait désormais justifiée. Une attaque envers l'ancienne religion, par extension, s'adressait au limier. Cette affaire pouvait très bien se raccorder au meurtre de la postulante. Espérons seulement que nous arriverons avant les journalistes, dit Quéridon. Trop tard. Le parvis était bondé à l'arrivée du transport de Gall. Une dizaine de journalistes, retenus par des patrouilleurs, essayaient tant bien que mal de passer par-dessus le cordon de sécurité pour interroger le commissaire, alors qu'il se dirigeait vers la porte, en vain. L'un des journalistes, plus téméraire, arriva tout de même à tirer la manche de Quéridon pour attirer son attention. « Monsieur, comment est-ce que le magistère compte répondre à cette nouvelle vague de meurtres? Est-ce que le magistrat Wake va se rétracter sur ces nouvelles propositions? » « Je ne peux pas commenter, répondit Limier. Pour l'instant, cette affaire n'a pas de lien avec le meurtre de Cordelia de Rome et nous la traiterons comme une enquête indépendante. La main de Gall se posa sur l'épaule de Quéridon pour l'extraire de cette entrevue inusitée. Il l'amenait jusqu'à l'entrée où Martin les attendait. Les policiers formaient un cercle autour d'eux pour empêcher la presse de passer. Cyril salua son supérieur alors que celui-ci réprimandait Limier. « Ne parlez à personne, dit Gall. Pas de communication publique avant d'avoir examiné le cadavre, c'est clair? » « Bah, s'interposant le scientifique. Tôt ou tard, il faudra bien faire une conférence de presse. »« Vaut mieux tard, répliqua le commissaire. L'église d'Olsmat n'avait rien de très particulier. C'était un lieu de culte de quartier, comme beaucoup d'autres, abritant une centaine de sièges tout au plus. On pouvait y trouver quelques représentations artistiques des divinités de la Sainte Triade, mais rien qui ne sache dépasser le correct travail d'artisanat. Bancs renversés, reliquaires mis à sac, statues barbouillées de peinture, c'était un saccage. Tout ce qu'il y avait de plus glauque. Sur l'autel reposait le cadavre de l'homme empalé d'une épée dans le haut du torse. La lame dégoulinait encore du sang, et c'était probablement avec ce même sang que l'on avait écrit « Avara est aveugle » sur le grand jubé de bois d'ébène. « Très subtil comme spectacle », commenta Martin. L'écho de la voix du scientifique porta à travers la pièce. Comme de coutume, les autres policiers avaient libéré la scène pour donner à Gall et à son équipe la tranquillité nécessaire à l'analyse des preuves.
Les 3 hommes parcoururent le nef et s'approchèrent du corps. Les yeux de la victime étaient encore grands ouverts et pointaient vers le haut. « En tout cas, on peut dire qu'il a tiré sa révérence, » ironisa Martin. « Fermez-la, rétorqua Gall. « Nous sommes dans un lieu sacré, bon sang. » Un silence suivit. « J'ignorais que vous étiez du type religieux, commissaire, » dit Quiridon. « Pas du tout, mais il y a quand même un respect à avoir. » Quiridon acquiesça. Malgré l'interruption du scientifique, il ne pouvait s'empêcher de regarder les yeux globuleux du cadavre. On aurait presque dit qu'il fixait un point avec attention. Le limier leva la tête et observa au plafond une grande fresque peinte sur la voûte qui illustrait Avara tendant les bras vers le monde terrestre. Gall fit un pas en avant et examina la lame de l'épée. Chaque déplacement faisait un bruit d'enfer. Sous ses pieds se trouvait une sorte de sable blanc qui recouvrait tout le sol autour de l'autel. Intrigué, Quiridon comprit ensuite de quoi il s'agissait. « Eh bien, on dirait qu'il y a assez de cristaux métamorphiques ici pour s'en servir comme confetti au festival du Nouvel An, dit-il. » Gall dévisagea d'abord le limier, mais détourna ensuite le regard vers le dessous de ses pieds. « Ah non! » Quirida se pencha pour recueillir quelques graines entre ses doigts. Il s'agissait bien de cristaux similaires à ceux trouvés sur la première scène, à l'exception de leur couleur blanchâtre. De son côté, Martin ne savait plus où se placer. « Attendez, » s'interposa le scientifique. « Vous avez dit que le nombre de cristaux était proportionnel à la magie dégagée. Mais là, c'est complètement dingue! » « Ça devait être un mage puissant, » avança le limier. « Probablement clandestin. Ce type n'est clairement pas un limier. » Cela lui semblait d'ailleurs étrange qu'un mage civil puisse s'être entraîné de manière à être aussi puissant. Le magistère était la seule entité à fournir la moindre éducation magique par le biais du pensionnat. Pour dégager une telle quantité d'énergie, il fallait être bien entraîné ou alors extrêmement doué avec la magie. Gall s'écarta et secoua ses bottes l'une contre l'autre pour déloger les cristaux de leur semelle. « Je ne peux pas croire qu'un seul sort puisse créer autant de saleté. »« Non, effectivement, se ravisa Quiridon. Ils ont dû utiliser un coup de roue sur lui après l'avoir tué. » Le limier dut se tourner vers ses collègues pour voir la réaction ahurie de Martin. Il avait presque oublié qu'il s'agissait d'un terme provenant d'un jargon magique. « Pardon, je n'ai pas l'habitude de jouer au professeur. Les coups de roue sont des armes qui proviennent de longue race. Elles servent à bloquer temporairement l'essence magique d'un mage en libérant toute son énergie d'un seul coup. Il faut des jours, voire des semaines pour s'en remettre. Cela explique la quantité que nous avons ici, doublée du fait que la victime avait sans doute un talent pour la chose. » Gall hocha la tête. Il avait assurément entendu ce terme par le passé. Après tout, les coups de roue avaient représenté un outil absolument crucial pour les non-mages pour renverser l'insurrection des invocateurs. Martin fit le tour de l'autel et regarda le flanc droit du cadavre à la recherche de d'autres traces d'affrontement. « Qui a trouvé le corps » demanda le scientifique. « Le concierge » répondit Gall. « Il était le seul en service aujourd'hui. Le lieutenant Reed est en train de l'interroger. » Quiridon prit une grande respiration. « Je vais aller voir aux alentours, » annonça-t-il. « Je sens qu'il nous manque une pièce du casse-tête. »« Quoi donc ?» dit Gall. « Nous avons déjà une orgie de preuves ici. »« Justement, ça m'énerve. » Sans plus d'explications, Quiridon quitta la section du chœur pour se diriger vers le sacristie. Il devait forcément y avoir autre chose, pensa-t-il. Contrairement au transept et au chœur, toute la section arrière était demeurée intacte. Seuls quelques bibelots avaient été renversés ici et là, mais il n'y avait aucune trace de peinture ni de dégâts matériels majeurs. Le côté spectaculaire de la scène de crime avait disparu. Au fond, dans le coin de la pièce, se dressait une sorte de placard en vieux bois qui détonnait avec la décoration plutôt sobre de la salle. Quiridon s'en approcha et vit au pied de la porte une traînée de terre qui salissait le carrelage. S'agissait-il d'une seconde sortie? Il tira la clenche de la porte, puis toussa, alors qu'un épais nuage de poussière s'éleva dans les airs, porté par le courant, engendré par l'ouverture. Une fois le nuage dissipé, il y découvrit non pas un placard, mais bien un escalier à l'allure vacillante, qui descendait au sous-sol.
Quiridon se cramponna aux parois de la cavité pour entamer sa périlleuse descente. À chaque marche descendue, la lumière de la sacristie se dissipait peu à peu, le plongeant dans le noir presque total. On y voyait comme en pleine nuit, déterminé à suivre ce chemin, le limier leva sa main droite en l'air et invoqua un sort. « Vrenden » prononça-t-il dans un longarien parfait. Aussitôt, un éclat de lumière verte se matérialisa à l'intérieur de sa paume. De cet éclat s'expulsèrent alors plusieurs filaments vifs et clairs qui se réunirent pour former une sphère tournoyante qui éclaira le passage s'étendant sous ses pieds. Quiridon continua de descendre au son inquiétant des craquements du bois jusqu'à ce que ses pieds soient en mesure de frôler le sol. Les profondeurs de l'église se dessinèrent alors devant ses yeux, et elle était si vaste que son sort ne parvenait pas à en éclairer les extrémités. Quiridon avança, suivant les traces de terre au sol qui continuaient en ligne droite devant lui. À n'en juger par la quantité de terre ainsi que par la largeur des traces, 3 ou 4 individus devaient avoir passé par là. Le limier continua alors que le chemin se rapetissait en un étroit tunnel, au bout duquel un petit amas se dessinait au loin. À chaque pas, la forme se complexifiait, prenant bientôt l'apparence d'une pile de corps entassés les uns sur les autres, lacérés de profonds coups de lame. Quiridon détourna le regard. Son cœur se mit à battre la chamade. Il ferma les yeux un moment, puis se résigna à regarder de nouveau. Il observa avec effroi les plaies encore béantes qui déglutinaient d'une étrange mixture de liquide rouge se mêlant à de la peinture bleue encore fraîche. « Gale !» Il regarda derrière lui. Il n'y avait personne. La panique s'empara de lui au point où il resta interdit une bonne minute. Quiridon décida finalement de remonter, puis alla chercher le commissaire et le scientifique pour leur présenter sa morbide découverte. Les guidant avec la lumière verte de son sort, le limier retraça ses pas jusqu'au tunnel. « Par Avara !» s'exclama Gale en voyant les corps. Mettant la main devant son visage, Martin fit un pas vers l'amas visqueux, puis désigna du doigt les tuniques marron portées par les nouvelles victimes. « Pourquoi eux ?» questionna le scientifique. Si leur but était de tuer des mages, il aurait dû savoir que les prêtres ne pratiquent pas la magie. Quiridon s'accorda un moment de réflexion avant de répondre. « Les prêtres de la triade sont les gardiens du culte, » répondit Ligny. « Pour nos assassins, sûrement qu'ils participent aux méfaits. »« C'est ridicule, » renchérit Martin. « Les mages ne sont même pas croyants. » Gale vient rejoindre le scientifique et passa délicatement sa main sur le vêtement du cadavre en haut de la pile, examinant la peinture entre ses doigts. « Cette couleur, » dit le commissaire, « exactement la même que celle appliquée sur les statues. » Quiridon avait remarqué ce détail, mais avait préféré se taire. Le limier ravala sa salive. Il ne pouvait pas croire que les briques s'agençaient si parfaitement. C'est trop simple. Vous n'avez pas besoin de moi pour tirer votre propre conclusion, commissaire. Gale se retourna vers lui, les yeux interrogateurs. La mangouste? Vous croyez que ce serait eux? Qui d'autre? Dit Martin. Ils ont passé des semaines à faire monter la pression. C'est normal que le lait finisse par déborder de la casserole. Quiridon acquiesça, mettant à tempérer la réponse du scientifique. Peut-être qu'ils n'ont pas commandité directement ces meurtres. Ça ne leur ressemble pas. Mais nous devons considérer que cela puisse être l'œuvre des membres les plus radicaux de leur groupe. Qu'est-ce que vous suggérez, dit Gale? La mangouste est un groupe pacifique. Je ne suis pas très à l'aise de les accuser aussi rapidement. Le limier grinça des dents. Il ignorait comment procéder tant la situation était délicate. La simple possibilité que la théorie de Wake se concrétise lui donnait la chair de poule. La ville n'avait pas besoin d'un débat anti-magie en ce moment. Donnons les faits aux journaux, proposa le limier. Plusieurs d'entre eux seront parfaitement capables de faire 2 plus 2. Puis, si la mangouste se défend en niant son implication, sa réaction sèmera le doute et nous aurons alors la légitimité d'enquêter aux yeux du peuple. Nous ne savons pas comment ils sont organisés, dit Gale, et seul leur porte-parole est connu du public.
Honnêtement, je ne saurais pas par où commencer. J'essaie de trouver des renseignements sur Allumier. Le commissaire retroussa sa moustache pensif. Il faudra faire vite. La mangouste va se refermer comme une huître dès que les journaux sortiront l'histoire, qu'elle soit impliquée ou non. Je ferai vite, répondit Quiridon. La nuit s'était installée sur la ville. Le vent doux balayait les feuilles mortes des rues pavées d'Avost avec élégance, tandis que le limier arpentait un chemin qu'il n'avait pas emprunté depuis trop longtemps déjà. Une simple marche de quelques minutes avait convaincu Quiridon de rentrer ses mains à l'intérieur de son long manteau alors qu'il grelottait. Il descendit l'avenue du Caire, passant devant l'allée commerciale encore très achalandée à cette heure, puis bifurquant ensuite le long du canal de l'arrivée pour se rendre dans un quartier résidentiel. Il ne fallait pas s'éloigner beaucoup du magistère pour voir une différence marquée entre le centre-ville et les bas quartiers. La brique et le bois des bâtiments semblaient s'effriter davantage à chaque rue que le limier croisait, de la même manière que l'odeur du charbon et de l'huile s'accentuait. Un parfum particulier qui étrangement lui invoquait des jours plus simples. Il termina sa course sur une petite place en demi-cercle, accessible seulement par une ruelle. Le pavé, crasseux, et le puits asséché, n'altérant en rien les souvenirs qu'il avait de cet endroit. Il était à la maison. Seule la lumière d'un lampadaire qui manquait d'huile permettait de s'orienter. Mais le jeune mage savait exactement où il allait. Quiridon monta les quelques marches de l'escalier extérieur et s'arrêta devant la porte, vert sapin, dont la peinture craquelée se détachait au simple passage de la main. Même après avoir bravé le froid pour y arriver jusqu'ici, il hésitait à frapper. Il se pinça la lèvre, pensant un instant à faire demi-tour, pour finalement prendre son courage à deux mains, 3 coups secs. Puis il recula. On entendit derrière la porte le grincement du plancher, alors que des pas se rapprochaient de l'entrée. Quiridon regrettait presque son geste. La porte s'ouvrit enfin, dévoilant une jeune femme aux yeux clairs et aux cheveux foncés. Ses pas de doigts témoignaient du fait qu'elle approchait de la trentaine, mais malgré sa coiffure éméchée et son visage fatigué, Ambre Magellan était belle comme le jour. Seule la couleur de ses iris trahissait sa parenté avec Quiridon. Qu'est-ce que... D'abord perplexe, ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle reconnut son petit frère. Sa respiration s'accéléra, puis elle se mit à jeter de vifs coups d'œil aux alentours pour s'assurer que personne n'était dans les parages. Lorsqu'elle en fut certaine, elle tira le jeune homme à l'intérieur, claquant la porte derrière lui. « Moi aussi, je suis content de te voir, » ironisa Quiridon. « Ferme-la, tu n'es même pas censé être ici. » Un silence s'installa. Les yeux d'Ambre étaient brûlants. Elle resta impassible, attendant la réaction de son frère. « J'ai besoin de toi, » finit-il par dire. « C'est faux, » répondit-elle du tac au tac. « Tu n'as jamais besoin de moi. Reformule ça comme il faut. » Quiridon se mit à rougir. Sa grande sœur n'était pas vraiment une femme impressionnable. Il n'avait d'autre choix que d'abdiquer. « Très bien. En fait, j'ai besoin de ton accès à la division des renseignements, seulement pour cette... Je le savais. » Elle éclata d'un rire jaune, fixant son frère d'un air dégoûté, et s'éclipsa dans le couloir en l'abandonnant dans le vestibule. Ce dernier logea son regard au sol d'un air piteux. Il avait loupé sa chance. Le limier attendit encore quelques secondes, puis voyant qu'il n'y avait aucun signe d'Ambre, conclut qu'il n'obtiendrait rien d'elle. Quiridon fit demi-tour, tira la poignée vers lui. Il s'apprêtait à franchir le seuil de la porte lorsque, depuis le fond de la cuisine, il entendit sa sœur l'appeler. « Amène-toi ici !» hurla-t-elle en fermant. « Et ferme la porte, on gèle !» Le limier ne put s'empêcher de sourire. Il resta immobile une seconde ou deux avant d'admettre qu'Ambre avait une façon bien à elle de recevoir. Il referma la lourde porte de bois et marcha le long du couloir pour aller la rejoindre. « Tu ne m'offres pas de thé ?» demanda-t-il. « La seule chose que j'ai envie de t'offrir en ce moment, c'est un coup de pied au cul. » Le jeune mage déglutit, laissant le silence suivre son cours. La vérité, c'est qu'il n'avait rien à répondre. Sa sœur avait raison d'être en colère contre lui. Le fait d'être devenu limier l'avait séparé de cette réalité, de cette vie normale,
En acceptant ce mandat, il avait renoncé au privilège de voir qui il voulait quand il voulait. « Je suis désolé de t'infliger ça, dit-il. Je sais que ça ne doit pas être évident de me voir débarquer comme ça sans prévenir. » 3 ans, Kiridon! 3 ans! Merde! Je t'ai à peine reconnu en ouvrant tout à l'heure. Tu as des rides et de la barbe. Tu ressembles presque à papa. Comment? Je me rase, se défendit-il. Pas assez souvent. Il soupira. Toi, tu n'as pas changé d'un poil. Je vais prendre ça comme un compliment, dit Ambre. Tu devrais. Presque inconsciemment, les lèvres du limier se mirent à former l'un de ses rares sourires sincères. Les remarques incisives de sa sœur lui avaient manqué. Ambre, elle restait de marbre, mais on pouvait voir briller l'humidité au coin de ses yeux, trahissant son expression. « C'est stupide, dit-elle en essuyant son visage. Je ne suis pas une foutue pleurnicheuse, pourtant. » Le nœud qui s'était formé dans la gorge de Kiridon se dénoua alors qu'il échappait un rire tremblotant. La tension baissa d'un cran. Ambre se retourna vers l'armoire de la cuisine pour y chercher 2 tasses ainsi qu'une théière. Elle versa l'eau de la bouilloire à l'intérieur du récipient de porcelaine et déposa quelques feuilles à l'intérieur. Reprenant son aplomb habituel, elle posa la vaisselle sur la table de cuisine et invita son frère à s'asseoir. « Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Tu sais qu'en tant que limier, tu peux faire une demande d'information pour pas mal de trucs, hein? » Pas le temps. J'ai besoin d'informations sur les groupes anti-magie qui sont actifs sur la Mangouste, plus précisément. Je veux savoir où ils se rencontrent, qui sont les principales têtes, et etc. Ambre leva les yeux au ciel. Et qu'est-ce qui te fait croire que je peux t'avoir ces infos-là, petite tête? Kiridon fronça les sourcils. Il n'avait pas envie de jouer à ce jeu-là avec sa sœur. Pas besoin de faire l'idiote, je sais que les renseignements ont mis sur pied un système de surveillance pour les groupes potentiellement dangereux qui se forment dans la ville. Le programme Vimer, c'est ça? Ce n'est pas possible que tu saches ces détails, ce programme n'est pas public. Le magistrat Wake m'en a fait partie. Détection d'assemblées suspectes, filature, fichage systémique de radicaux. Ça rigole pas, il paraît. Elle prit une pause. Ce programme a été lancé après l'insurrection. Les gens étaient un peu parano à l'époque, faut comprendre. Aujourd'hui, c'est un peu moins gros que c'était. Pourtant, j'imagine que la mangouste a capté votre attention. Kiridon était impatient, mais Ambre hésitait à lui en dire davantage. Elle n'était même pas censée parler à son frère, et voilà qu'elle s'apprêtait à lui dévoiler des secrets d'État. Évidemment, souffla-t-elle. Leur porte-parole, Léocard, n'est pas avare de commentaires acides sur les idées de Wake et sur les limiers, c'est connu. C'est justement Wake qui nous a demandé de leur porter plus d'attention. Il avait le sentiment que quelque chose tournait mal. « Qu'est-ce que tu veux dire? » l'interrogea Kiridon. « Là, c'est toi qui joues à l'imbécile. Tu les soupçonnes pour les meurtres d'hier à l'église d'Osmat? » Kiridon haussa les épaules, abasourdi par la perspicacité de sa sœur. « Ne fais pas cette tête, poursuivit-elle. Tout le monde en serait venu à cette conclusion. Les groupes anti-magie sont une cible facile en ce moment. Même ces crétins journalistes vont théoriser là-dessus dans quelque temps. Ils risquent de recommencer, et c'est le modèle classique des meurtres en série. » Kiridon acquiesça. Il s'était justement assuré que tous les journalistes de la ville soient au courant de cette théorie pour pouvoir l'imprimer partout dès demain. Ambre versa le thé, maintenant infusé dans les 2 tasses, puis posa la théière. Son regard s'égara vers le fond de la pièce, absorbée qu'elle était dans ses pensées. « Tu sais que je pourrais perdre mon job pour ça, dit Ambre. »« Tu es trop brillante pour te faire prendre, » répondit Kiridon. Ambre bouffa. « Tu es un horrible menteur, Kiridon Magellan. » Fin de la première partie.